Les prédateurs marins sont trop futés pour mourir de faim. Les dauphins lancent les poissons en l'air pour les assommer. Les baleines créent des pièges à bulles et les orques ont perfectionné leur technique de chasse. Les proies n'avaient pas la moindre chance, jusqu'à ce que l'évolution change de camp. Comment survivre à une attaque de requins? On peut trouver de nombreux conseils sur internet à ce sujet, mais le moyen le plus simple est, de sortir de l'eau. Les choses se compliquent un peu quand on est un poisson. Quand on n'est pas encore prêt à vivre sur Terre et qu'on n'a pas non plus envie de servir de dîner à un prédateur marin, on doit se montrer créatif. C'est comme ça que le poisson volant a appris à voler. S'élever au-dessus de la surface de l'eau s'est avéré suffisant pour semer les maquereaux, les thons, les espadons, les marlins et autres gros chasseurs qui l'auraient volontiers dévoré. Le moyen de défense parfait pour quelqu'un qui n'a ni épines, ni peau empoisonnée et qui ne peut pas se faire passer pour une pierre. Alors, ça vous la coupe, hein? Mais est-ce que cette méthode de fuite est vraiment efficace? C'est cool quand on vole au-dessus de l'abîme et que les ennemis restent de l'autre côté, ou s'il y a au moins un mur entre eux et nous. Mais un poisson volant atterrit quand même dans l'eau, et dans les mers, il n'y a généralement aucune barrière, du moins au large. Ça serait pas plus simple de s'enfuir très vite? Ça peut sembler bizarre, mais la vitesse d'un poisson volant est plus faible dans l'eau que dans l'air. C'est-à-dire qu'il vole littéralement plus vite qu'il ne nage. Tout va bien, Dame Nature? Pas étonnant que les prédateurs soient surpris. Environ 70 km/h dans l'air, contre 60 km/h dans l'eau. Et on parle d'un poisson ordinaire, avec une queue, des branchies et des nageoires. Quand il s'enfuit, un poisson volant peut s'élever jusqu'à 1,2 m au-dessus de l'eau, après quoi il avance de façon très particulière, couvrant ainsi jusqu'à 400 mètres. Puis le vol, ou plutôt le planage, se termine, mais juste après le poisson plonge, accélère et décolle à nouveau. Le cycle peut se répéter jusqu'à 12 fois, et à grande vitesse du début à la fin. La plupart des trottinettes électriques vont moins vite que ça. Hey, chaud devant! Bien sûr, le simple fait de sauter hors de l'eau ne suffirait pas à voler aussi longtemps. Essayez un peu, vous ferez même pas 1 mètre. Tout ça parce que les humains, au contraire des poissons volants, ne savent tout simplement pas comment se servir de l'eau et de l'air efficacement sans accessoires. Les avions, les bateaux et les planches de surf, c'est bien sympa tout ça, mais on est trop lourd pour se servir des courants d'air afin de prolonger notre vol. Et franchement, le corps humain n'est pas très aérodynamique. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Le poisson volant a eu de la chance. La vie dans l'eau lui avait donné la forme adéquate. Il ne restait que quelques détails à ajouter, comme des nageoires et une queue spéciale. À mesure qu'il s'élève, le poisson volant commence à s'orienter en battant rapidement de la queue alors qu'il est encore sous l'eau. Il surmonte ensuite la résistance de l'eau et décolle en déployant ses nageoires qui l'aident à flotter au-dessus de la surface. Lorsqu'un poisson volant s'approche à nouveau de la surface, il peut battre la queue et s'orienter sans s'immerger complètement. Tout ça se produit si vite que pendant des dizaines d'années, les biologistes ne comprenaient pas comment ce poisson se déplaçait. Est-ce qu'il battait des ailerons comme un oiseau ou bien il utilisait une autre technique? Les photos haute résolution de poissons volants ne sont apparues qu'en 1941, bien que les gens connaissent l'existence de ces poissons depuis l'Antiquité. Vous voyez le temps qu'il a fallu à l'humanité pour comprendre. Les marins méditerranéens d'autrefois pensaient que les poissons volants revenaient à terre la nuit pour dormir. Enfin, d'abord ils finissaient leur service de poissons, et ensuite ils se reposaient sur le rivage. Ouais, c'est facile à visualiser. La journée est enfin terminée. Je peux faire une sieste maintenant. En fait, ce que je veux vraiment savoir, c'est ce qui arrive aux branchies d'un poisson volant quand il parcourt de longues distances dans les airs. Elles doivent se dessécher pendant le vol, et pour tout autre poisson, ça veut dire la mort. Eh bien, les poissons volants savent comment fonctionnent les branchies. Ils savent aussi très bien que l'évolution ne leur a pas donné de poumons, et qu'il vaut mieux ne pas essayer de respirer quand on est dans l'air. Oui, les poissons volants retiennent simplement leur souffle, en fermant leurs opercules pour ne pas trop sécher. Quand on y pense, ça n'a rien d'étrange. Les humains ont appris à retenir leur respiration lorsqu'ils plongent, alors pourquoi les poissons ne feraient pas la même chose? Heureusement, ils n'ont pas besoin de lunettes de natation. Les yeux du poisson volant ont évolué pour voir à la fois sous l'eau et dans l'air sans plisser les yeux. Ok, admettons qu'on a trouvé ce qui aide le poisson volant à voler. Mais comment un poisson peut-il apprendre à voler? C'est qu'un poisson. Apparemment, c'est un excellent moyen de se protéger des prédateurs, car
car ce n'est pas la première fois que les poissons l'inventent. Le plus ancien poisson connu capable de voler appartenait au genre Thoracopterus et vivait il y a 235 à 242 millions d'années. Mais il n'a pas évolué vers une forme plus moderne. Ces poissons n'ont aucun lien de parenté. L'ancien s'est éteint avec le reste des animaux préhistoriques, puis il y a environ 65 millions d'années, de nouveaux poissons volants ont commencé à apparaître. S'ils savaient que l'évolution avait fait ça bien avant leur apparition, ils se mettraient sûrement en colère. Qui a envie de reprendre à zéro quand on peut simplement copier le travail de quelqu'un d'autre? Mais dans la nature, ça arrive tout le temps. La plupart des animaux qui peuvent ou pourraient voler ont évolué indépendamment les uns des autres. Les insectes, les chauves-souris, les oiseaux et les ptérosaures ont évolué seuls, sans partager un ancêtre commun. Comme tout ça s'est produit avec des espèces différentes, à des époques différentes et de manière indépendante. Ça veut dire que n'importe qui peut apprendre à voler? En théorie, oui. Bien sûr, ça prendra beaucoup de temps. Mais si le vol devient une caractéristique sympa et irremplaçable pour un animal d'un point de vue évolutif, il lui poussera des ailes. Il existe plusieurs théories sur la façon dont les ailes sont apparues. Selon l'une d'elles, les premiers dinosaures à plumes agitaient leurs pattes avant en courant, ce qui leur permettait de gagner encore un peu de vitesse. Et un jour, ils en ont fait un peu trop. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Selon une autre théorie, les animaux ont appris à voler avec l'aide des arbres. Les anciens ptérosaures sautaient d'une branche à l'autre et au fil du temps, leur corps s'est transformé afin de pouvoir couvrir une distance toujours plus grande. Au fait, les écureuils volants ont évolué de la même façon. Ils sont apparus il y a 18 à 20 millions d'années et ont commencé à voler pour atteindre leur nourriture plus rapidement. Imaginez, descendre d'un arbre, courir vers un autre, puis grimper aux branches, quelqu'un a le temps de vous voler vos noix. Il est beaucoup plus facile de voler d'un arbre à l'autre. Autrement, aucune nourriture ne suffira à remplacer l'énergie que vous avez dépensée en faisant des allers-retours. Imaginez que Batman se déplace partout à pied. Il serait sacrément épuisé lui aussi. Encore 19 pâtés de maison. Mais voler d'arbre en arbre et voler après avoir sauté hors de l'eau sont des choses très différentes. Et pas seulement parce qu'on parle d'animaux différents. Ces vols ont aussi des objectifs complètement différents. Les écureuils volants volent généralement pour se nourrir, ce qui signifie qu'ils font le plein d'énergie. Les poissons volants s'élèvent dans les airs pour tenter d'échapper à un prédateur, c'est-à-dire qu'ils ne font que dépenser de l'énergie. En plus, ils doivent à chaque fois vaincre la résistance de l'eau, ce qui n'est pas des plus simples, surtout pour un petit poisson. D'un autre côté, on pense que voler au-dessus de l'eau est plus facile. Plus le vol est proche de la surface, plus l'effet de sol est important. Les grands oiseaux, par exemple les pélicans, le ressentent particulièrement bien. L'effet se produit lorsque l'oiseau se trouve à une distance de la surface de l'eau qui est inférieure à son envergure. L'air est canalisé entre la surface inférieure des ailes et l'eau. Il est ainsi comprimé et agit comme un coussin dense qui soutient l'oiseau, une sorte de bonus en plus des forces aérodynamiques habituelles. Bon, j'ai pas trouvé d'informations précises pour savoir où il est plus facile de voler, au-dessus de l'eau ou au-dessus du sol, parce que l'effet de sol fonctionne dans les deux cas. Les scientifiques, comme toujours, ne sont sûrs de rien. Mais écoutez ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers à long rayon d'action volaient souvent près de la surface de l'eau pour économiser du carburant. Ils savaient comment utiliser l'effet de sol à leur avantage. Revenons-en aux poissons volants. Pour échapper aux prédateurs sous-marins, ils ont commencé à voler au-dessus de la surface. Mais voilà, c'était pas l'endroit le plus sûr qui soit. Ah, ces prédateurs sont tellement stupides! Les frégates adorent manger des poissons volants, d'autant plus qu'elles n'ont même pas besoin de plonger pour les attraper. La proie leur saute carrément dans le bec. Votre plat préféré livré à domicile. Et il paraît que certaines frégates sont si paresseuses qu'elles ne chassent même plus elles-mêmes, mais volent simplement des poissons aux pêcheurs. À plus!